Le problème de base qu'on a, je pense, dans nos juridictions occidentales, là, on veut comme faire n'importe quoi, là, puis quand on tombe malade, on veut le quick fix. Ouais. Mais le secret du succès en affaires comme dans la vie, c'est la prévention. Le temps que tu investis dans ton entreprise à prévenir les problèmes parce que tu te structures correctement, ça a comme une plus-value incroyable. Si tu attends que tes problèmes arrivent avant de t'en occuper, bien, le temps, l'énergie, l'argent, puis les ressources que tu vas gaspiller pour réparer le problème, ça va te demander 10 fois plus d'énergie, d'effort, de stress puis de ressources que si tu t'en étais occupé avant. Moi, là, quand je fais une relation, quand je fais un projet avec mon client, je suis en train de construire l'équivalent d'une maison. Faut que mes bases soient solides, faut que mon plan d'architecte soit bon, faut que le rough soit bien fait, puis la finition, c'est la facture. Ben, même la facture, il faut qu'elle soit bien faite, puis il faut que je cours après pour être sûr que je suis payé. Parce que tant que c'est pas payé, c'est comme si ma retenue n'était pas libérée. C'est fondamental d'avoir dans ton coin des gens qui vont t'aider. Pas juste un avocat, un bon comptable, un bon conseiller financier, tous ces gens-là qui vont t'expliquer pourquoi on fait les choses. Bonjour et merci d'être de retour dans notre émission La Belle et la Bête de la construction, un podcast produit par GSC. Moi, c'est Kathleen, la Belle. Aujourd'hui, mon co-animateur qu'on appelle la Bête est Alex. Salut Alex! Salut Kathleen, ça va bien? Ça va super bien. Es-tu en feu pour notre invité spécial du jour qui est une méchante bête, je te dirais? Une pas pire bête qui va joindre à nous, effectivement. Fait que on accueille aujourd'hui Robert Cassius Delinval. Robert, bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir. Je suis heureux de me faire qualifier de bête, mais comme invité, j'aurais peut-être aimé ça qu'on m'appelle la Belle aussi. Vous savez, ça me semble que ça aurait été plus accueillant. On discrimine pas, fait qu'on on peut t'appeler la Belle. Mais on dit un bel homme, donc ça aurait pu fonctionner. Effectivement. Aujourd'hui, on va aborder des sujets que les entrepreneurs font face, le côté plus juridique lorsqu'on a une entreprise en construction. Je sais que tu vas avoir plein de questions à poser à Robert là, aujourd'hui, là, qui va pouvoir répondre du mieux qu'il peut. Je pense qu'il va être correct pour répondre aux questions. Je vais faire de mon mieux. Fait que Robert... Mettez-moi pas de pression, je suis déjà un gars nerveux. Fait que Robert, pour commencer... Peux-tu te présenter, dans le fond, c'est quoi ton background, quelles sont tes occupations actuellement? Ben, en fait, je suis avocat depuis 30 ans, donc je suis membre du barreau du Québec. Depuis presque 20 ans, je n'œuvre que dans le domaine de la construction. Puis, je suis un avocat un peu spécial, même si je suis membre du barreau, je suis aussi répondant d'une licence RBQ et j'ai une carte CCQ. Oh, je savais pas. Oui. Alors, de cimentier applicateur ou d'applicateur cimentier, là, je confonds toujours dans quel sens le A va avant le C ou peu importe. Mais bref, j'ai une carte CCQ et j'ai passé beaucoup d'heures en chantier. Alors, j'ai une connaissance pratique du sujet qui, à bien des égards, me débarque de mes collègues qui sont des très, très grands juristes, mais qui n'ont pas toujours vu ce que c'est que la réalité chantier. Exact. L'expérience chantier, c'est quand même quelque chose d'assez important pour comprendre la réalité des entrepreneurs dans leur quotidien. En fait, c'est fondamental. J'ai vu il y a quelques années un documentaire sur Robert McNamara, qui a été le secrétaire de la défense de Kennedy, Lyndon Johnson et de Nixon. Et quand il parlait de la guerre du Vietnam, il parlait du fog of war. Donc, dès que le combat commence, ton plan prend le champ parce que tu peux pas tout prévoir, puis t'agis ou tu vis dans une espèce de brouillard constant. Puis à bien des égards, un chantier de construction, c'est parfois comme ça. Tu as beau avoir les meilleurs plans, des fois il fait pas beau, il neige, il y a quelqu'un qui est en retard, il y a quelqu'un qui se présente pas. Fait qu'il y a plein d'impondérables qui font en sorte que la gestion d'un chantier de construction, c'est souvent très, très, très compliqué. Puis c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir du succès là-dedans. Donc, quand quelqu'un te parle, tu es connaissant parce que tu as déjà été sur le terrain, donc tu sais de quoi il parle. Ben, j'ai déjà souffert. Fait que quand quelqu'un me parle d'un problème de livraison, je sais ce que c'est. Puis des fois, les gens te parlent de problèmes théoriques,
Puis, au fond, la solution ou la question, c'est pas une question de droit, c'est une question de gestion ou d'affaires pures. Alors, la chance que j'ai, c'est d'avoir été gestionnaire, d'avoir passé du temps en chantier, en plus de connaître le droit de la construction. Fait que ça me permet de donner des conseils qui sont souvent plus des conseils d'affaires que nécessairement des conseils de droit. Mais l'avantage, c'est que pour avoir du vrai succès, il faut que le droit et les affaires, le plus possible, s'enlignent. Exact. On a oublié de mentionner en partant que Robert était partenaire GSC. Oui, mais exact. Dans le fond, peux-tu nous dire un peu c'est quoi tes occupations actuelles? Là, qu'est-ce qui meuble ton temps au quotidien là, dans ta vie? Ben, écoute, comme tu le sais, comme vous le savez tous les deux, en fait, depuis mars, on a fondé une entreprise qui s'appelle Go Lex Go. Qui te représente bien de ce que je vois. Ben, c'est pas mal Go Lex Go, oui. Mais on a choisi le nom ensemble, Alex et moi, fait qu'on était bien ça venait de contents. toi, ça, je te donne tout le crédit. Puis, donc, notre objectif, c'est d'appuyer les entreprises de construction en démarrage, surtout au niveau de la structure corporative. Donc, on les incorpore. On participe aussi à la formation pour le module loi et règlement pour qu'ils puissent passer leur licence RBQ. Et on répond aussi à une foule de questions, là, puisque les abonnés GSC ont la chance d'avoir 15 minutes d'appel par mois pour poser des questions juridiques. Alors, ça nous permet de partager un peu notre connaissance, puis d'aider les entrepreneurs qui font partie de la belle famille GSC à mieux faire face à leurs obligations. Et qui, par la suite, quand ils ont des problèmes, etc., ben viennent te voir toi là, pour pouvoir monter des dossiers X. Oui, exactement. Et en plus, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Protection Fer qui fait, elle, seulement de la protection de comptes à recevoir. Là. Puis quand je parle de protection de comptes à recevoir, ce que j'explique tout le temps aux gens, c'est que collecter un compte à recevoir de construction, c'est comme construire une maison. La première question que tu te poses quand tu construis, c'est ma footing, elle va être sur quoi? Puis ça, c'est choisir ton client puis choisir ton projet. Ça te prend une base solide. Même si tu as un bon contrat, si tu as un client qui est insolvable, tu as beau avoir le meilleur contrat du monde, tu ne te feras pas payer. Fait qu'il faut commencer par quoi? Par la footing, un bon client. Ensuite, une maison, pas de plan d'architecte, quand tu essaies de la construire, ça fait toujours un dégât catastrophique. Un plan d'architecte mal fait, c'est un peu la même conséquence. Puis même quand ton plan est bien fait, il y a des problèmes, mais au moins tu peux y faire face plus facilement. Alors, quand on compare le monde de la construction avec le monde du compte à recevoir, ben, c'est clair, le plan d'architecte administratif, c'est ton contrat. Fait que ça prend un contrat clair qui va te permettre de faire face à tous les enjeux de chantier, qui va clarifier exactement c'est quoi les travaux que tu as à faire, c'est quoi l'échéancier que tu as, c'est quoi les termes de paiement et la question la plus importante, quand est-ce que tu vas avoir ta retenue? La blague que je raconte tout le temps, c'est la suivante. Moi, je suis un gars très sensible. Je pleure quand je vais au cinéma. Puis quand j'ai vu le film Sauver le soldat Ryan, j'ai pleuré quand le personnage de Tom Hanks est mort. Je trouvais ça plate. Il était tellement fin, tellement beau. Si j'avais su, je ne serais pas allé le voir. Parce que je ne veux pas pleurer. Fait que, en construction, c'est pareil. Dans ton contrat, il faut que tu saches quand est-ce que ta retenue va être libérée. C'est comme la fin du film. Fait que si tu ne le sais pas, vas-y pas. Si la fin est plate, vas-y pas. C'est fondamental. Ce que les gens ne comprennent pas, puis je fais partie de ces gens-là aussi, c'est que la chose la plus importante pour une entreprise de construction, c'est quoi? C'est de collecter ses comptes à recevoir. Ah oui. Toutes les entreprises, puis tu le sais, tu es comptable, toutes les entreprises ne survivent que parce qu'elles ont des bons flux de trésorerie. En bon français, un bon cash flow. Tu peux faire du profit comme tu veux dans ton état financier, mais si tu ne collectes pas tes comptes, tu vas faire faillite. C'est garanti. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une chose très importante à se rappeler. Depuis plus de 10 ans, le Québec génère plus que 50% des dossiers de faillite et de propositions concordataires en construction au Canada. Puis la question qui tue, c'est Quelle mais proportion? Robert, exactement. Exact. C'est quoi le volume de construction qui vient du Québec quand tu prends tout le Canada comme exemple? Bien, la réponse, c'est 18%. Comment peux-tu avoir 50% de l'insolvabilité puis 18% de la business? Ça ne fait aucun bon sens. Les entrepreneurs québécois veulent plus se faire aimer que se faire payer. On a peur de demander notre argent. Puis je fais affaire beaucoup dans des provinces anglophones dans le cadre de mes activités. Puis cette pudeur-là face à l'argent n'existe pas. Alors, le premier problème, c'est ça. Le second problème, ou pas le problème, mais comme la réalité, c'est que
80% des entreprises qui payent des heures CCQ, c'est 5 salariés ou moins. 90% des entreprises qui payent des heures CCQ, c'est 10 salariés au moins. Ça veut dire que notre écosystème de construction est constitué par ce qu'on peut appeler, en mauvais français, des mom-and-pop shops, des petites entreprises. Puis le propriétaire ou la propriétaire, c'est pas des gens qui ont un MBA de Harvard, là, c'est des gens qui travaillent avec leurs mains. Avec leur cœur, leurs mains, Qui ça travaillent physiquement, là, sont impliqués physiquement. Ouais. Fait que le soir, sont fatigués puis ils n'ont pas le temps de faire de l'administration parce qu'il faut qu'ils préparent le chantier du lendemain. Tu sais, quand tu es en train de poser du bardeau sur une toiture, là, il fait 35 en bas, il fait 45 en haut, là, vers 4 heures, quand tu arrêtes, tu es fatigué en bébite. Donc la fatigue physique. Également, la construction, c'est un univers fantastique parce que les barrières à l'entrée sont très, très faibles. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage classiques, là, comme de la misère à lire ou de la misère à écrire ou qui n'aiment pas beaucoup l'école, mais qui peuvent être des constructeurs, des entrepreneurs exceptionnels. C'est des gens très, très manuels. Fait que, des fois, cette espèce de déficit d'expertise ou de goût pour la lecture, puis l'administration, faire en sorte que ça te met dans une position vraiment de faiblesse par rapport aux autres. Alors, notre réalité sociologique, c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on génère autant d'insolvabilité. Puis pour moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, là, puis j'en parle souvent à Alex. Ma mission à moi dans la vie, c'est d'aider les entrepreneurs de plus petite taille à bénéficier des mêmes conseils puis du même soutien de super qualité que les plus gros. Parce que moi, le monde qui se fait, passez-moi l'expression, qui se fait fourrer, là, ça vient me chercher, là, ça m'écoeure, c'est comme, je viens mauvais. Alors, la chance qu'on a dans Protection Fer, qui est la première entreprise qu'on a fondée en 2017, puis l'extension, si tu veux, dans un autre champ d'activité avec Go Lex Go, c'est que je sens vraiment que je suis sur mon X. J'ai la chance de pouvoir aider un groupe de gens que j'apprécie à mieux comprendre ce qu'ils font, puis à les aider à avoir, je l'espère, plus de succès. Tu apportes un point parce que c'est vrai ce que tu dis, puis qui est beaucoup la vision de l'association de GSC. Souvent, c'est les grosses entreprises qui vont avoir comme tout un pouvoir, mais les petites entreprises, elles, sont moins écoutées, sont moins mises de l'avant, ils ont moins de ressources. Puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai... Oui, mais tu sais, souvent, c'est qu'il y a les ressources qui sont là, mais elles sont soit pas connues ou mal utilisées. Exactement. Fait que tu sais, on avait la même vision un peu là-dessus, là, où est-ce que, tu sais, nous, on a beaucoup d'entrepreneurs en démarrage. On répète systématiquement qu'ils doivent s'outiller en se lançant en affaires, qu'ils doivent s'entourer aussi de bons professionnels. Puis tu l'as dit tantôt, la gestion du cash flow, c'est critique pour les entrepreneurs en démarrage. Donc, les 2, 3, 4 premières années, c'est un apprentissage pour l'entrepreneur. Justement, l'entrepreneur qui travaillait lui-même de ses mains depuis plusieurs années, qui veut se lancer en affaires, ben là, du jour au lendemain, de devoir rédiger des contrats, faire des soumissions, qui doit faire ses rapports de taxes, ses rapports de DAS, c'est beaucoup de responsabilités qui lui est incombée du jour au lendemain, dans lequel il s'est relativement bien ou plus ou moins bien navigué, qu'on essaye de bien les encadrer dans la formation, mais après ça, il y a un après quand l'entrepreneur se lance en affaires, donc c'est sa responsabilité, puis il doit être bien appuyé, puis bien entouré de ces professionnels-là pour l'aider. Puis justement, selon toi, c'est quoi la nécessité d'avoir un avocat dans son coin dès le départ? Est-ce qu'un entrepreneur qui se lance en affaires a besoin d'un bon avocat en partant ou l'avocat doit juste venir X période de temps plus tard quand là, il va avoir un problème? Selon toi, c'est quoi? 2 choses. 1, c'est pas juste les nouveaux entrepreneurs qui ont besoin d'avoir un bon cash flow, c'est toutes les entreprises de notre économie. Ouais. Pas de cash flow, t'es mort. 2, pour répondre à ta question directement, c'est assez simple. Le problème de base qu'on a, je pense, dans nos juridictions occidentales, là, c'est qu'on fume, on boit, on fait le party, on dort pas, on s'alimente mal, on fait pas d'exercice. Puis là, on va aller voir le médecin, là, puis là, on veut la pilule magique. On veut Ozempic pour maigrir. On veut un somnifère pour s'endormir. On veut comme faire n'importe quoi, là. Puis quand on tombe malade, on veut le quick fix. Ouais. Mais
Le secret du succès en affaires comme dans la vie, c'est la prévention. Le temps que tu investis dans ton entreprise à prévenir les problèmes parce que tu te structures correctement, ça a comme une plus-value incroyable. Je donne tout le temps le même exemple. Mettons que tu structures tes affaires pour choisir tes clients, bien négocier tes contrats, tu factures à temps, tu fais tes suivis, tu collectes tes comptes dans le cours normal des affaires. Quand tu vas avoir un problème, du rare client qui ne te paye pas, ben, tu vas être bien préparé puis ça devrait bien fonctionner. Si tu attends que tes problèmes arrivent avant de t'en occuper, ben, le temps, l'énergie, l'argent puis les ressources que tu vas gaspiller pour réparer le problème, ça va te demander 10 fois plus d'énergie, d'effort, de stress puis de ressources que si tu t'en étais occupé avant. Par conséquent, le shift mental là, ou la décision qu'il faut prendre, c'est exactement revenir à la comparaison que je faisais tantôt. Il faut se dire, moi là, quand je fais une relation, quand je fais un projet avec mon client, je suis en train de construire l'équivalent d'une maison. Faut que mes bases soient solides, faut que mon plan d'architecte soit bon, faut que le rough soit bien fait, puis la finition, c'est la facture. Ben, même la facture, il faut qu'elle soit bien faite, puis il faut que je cours après pour être sûr que je suis payé. Parce que tant que c'est pas payé, c'est comme si ma retenue n'était pas libérée. Fait que l'objectif, c'est ça. Donc, simplement dit, c'est fondamental d'avoir dans ton coin des gens qui vont t'aider. Pas juste un avocat, un bon comptable, un bon conseiller financier, tous ces gens-là qui vont t'expliquer pourquoi on fait les choses. Je le dis tout le temps dans les cours là, de loi et règlement. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'il faut que vous sachiez pour passer votre examen. C'est important, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'ils paient, pour avoir cet enseignement-là. Mais je leur dis, au-delà de ça, il y a plein de choses qui sont nécessaires pour simplement assurer la survie de votre entreprise. Puis ça, c'est de comprendre le cadre dans lequel tu arrives. Fait que, on parle de structure corporative. Si tu as un associé ou une associée, ça te prend une convention d'actionnaire. C'est clair que ça prend ça, là. Sinon, le moindre problème, tu vas manger tes bas. Si tu as un conjoint ou une conjointe et tu as des enfants, ça te prend un testament aussi. C'est fondamental. Les gens ne comprennent pas non plus que dans le Code civil, on a ce qu'on appelle des clauses supplétives. C'est-à-dire des clauses qui s'appliquent tout le temps parce que les parties n'ont pas mis par écrit dans leur contrat une stipulation particulière. Donc, si les gens ne savent pas ça, ben, il y a dans leur contrat des clauses qu'ils n'ont pas lues, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Fait que c'est obligatoire, c'est nécessaire à la survie et au succès d'une entreprise de savoir le cadre dans lequel tu construis. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est comme te dire, y a-t-il de la pyrite dans la roche que le gars qui m'a vendu le Redemix a mis? Je sais pas, mais c'est pas grave. C'est un risque d'affaires que tu peux pas prendre. C'est pas possible. Mais ignorer le contenu du Code civil par rapport au contrat que tu signes, c'est exactement la même chose. C'est ton obligation de base. Parce qu'on ne fait qu'une chose en affaires. On gère le risque. Tu fais juste gérer du risque. Tantôt, tu parlais de convention actionnaire, puis pour avoir été représentante pendant plusieurs années chez GSC, de dire à l'entrepreneur qui ont besoin d'une incorporation que c'est mieux pour telle raison, cette partie-là, je te dirais que c'est quand même facile de les convaincre que ça prend une incorporation à place d'y aller à leur nom enregistré. Ou ce que je trouve que parfois ça devient plus difficile, c'est quand tu arrives à la convention d'actionnaire. C'est sûr que nous, comme représentants, on ne s'embarque pas dans ces choses-là, mais tu sais, moi, je leur dis toujours, c'est pas quand il va y avoir 1 million de chiffre d'affaires dans le compte de banque puis que là, vous êtes en train de vous arracher les cheveux que c'est temps de faire la convention d'actionnaire. La convention d'actionnaire, il faut qu'elle soit du début. Sauf que c'est un commentaire que j'entends souvent des entrepreneurs. « Ouais, mais là, j'ai pas d'argent pour payer ça. M'attendre plus tard. » Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner de ce côté-là aux entrepreneurs de non, justement, tu disais c'est primordial. Peu importe que ça coûte, je ne sais pas combien ça coûte avoir une convention d'actionnaire, mais cet argent-là, c'est les premiers dollars qui devraient être investis dans la compagnie. Oui, puis tu sais, peut-être que tu as déjà vécu des situations problématiques où est-ce que justement, il y avait des conventions d'actionnaires qui n'étaient pas faites, pas rédigées, puis que là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé là, d'être dans une situation même d'assister à une situation de genre. Imagine,
il y a 2 signataires de chèques obligatoires. Il faut que les 2 partners signent. Il y en a un qui tombe dans le coma parce qu'il y a un accident de moto. Tu fais quoi? Il y en a un qui meurt. Il est marié, il n'est pas marié, il est à côté, il y a des enfants, il meurt. Les actions du mort, du défunt, c'est triste, sont dans son patrimoine. Le patrimoine s'en va à qui? À sa succession. Fait que les nouveaux partners du survivant, c'est le bébé de 3 ans. Exact, parce qu'il n'y avait pas de testament. Exactement. Ça marche pas, là. Exact. Il faut prévoir au départ ta structure. C'est comme ta footing. T'sais. Choisir ton client, c'est la footing de ta relation d'affaires avec ton client. Ben, choisir ta convention d'actionnaire, c'est la footing de ta compagnie dans ta relation d'affaires avec ton partner. Fait que si dans ta tête, tu dis « Oui, c'est vrai, Robert, il faut que je fasse un contrat avec mon client », ben, la même chose avec ta tête ne fonctionne pas bien si tu ne dis pas « Oui, Robert, il faut que je fasse un contrat avec mon associé. » Parce que souvent, tu sais, les gars, quand ils partent ça, c'est des amis d'enfance qui, autour d'une bière, là, décident de partir un projet concret ensemble, de se partir une entreprise. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait dans des épisodes précédents ou qui vont être futurs. Ça se croit invaincu, ça se croit des super-héros, qu'il n'y aura jamais de chicane, qu'il n'y aura jamais de personne qui va mourir, de blessés, etc. On en voit des entrepreneurs là, qui passent avec la quantité de membres qu'on a dans notre association puis de clients qui passent dans nos portes. On le voit, il n'y a pas si longtemps, on a un entrepreneur, début trentaine, accident de moto, décède. Il est en affaires avec son père. Lui, il a une conjointe. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Des triangles amoureux qui virent mal, 2 partners amis depuis l'enfance, que là, il y en a un qui décide de sauter la clôture, mais avec la conjointe de son partner. Fait que là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais il y a plein de situations auxquelles tu t'y attends pas. Puis si la marde pogne, ben faut que tu le gères. Puis si tu n'as pas ça, au même titre qu'un contrat, un contrat, ça te donne des outils pour gérer le risque puis gérer des situations inattendues. C'est la même chose pour la convention d'actionnaire, mais c'est comme un testament. Le monde, on dirait que ça leur rentre pas dans la tête l'importance de faire ces documents-là. Mais comme tu disais, Kathleen, tu as raison. Les gens pensent qu'ils sont invincibles. Exact. Il faut revenir à ce qu'on disait tantôt. Notre mentalité, c'est pas une mentalité de prévention. Une bonne convention d'actionnaire, c'est prévenir le chaos et les frais qui vont être nécessaires pour régler le problème qui va venir plus tard. Puis, les gens qui font du renseignement, là, comme la CIA puis le C6, là, ils ont un concept qui dit il y a les non-knowns, comme les choses connues que tu sais qui vont arriver. Après ça, il y a les non-unknowns, les choses connues que tu penses qu'ils vont arriver, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Puis il y a les unknown. Ce que tu ne sais pas qui va arriver, puis tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver parce que tu ne sais pas. Mais comme le known, là, la chicane, là, tu sais qu'elle peut arriver, tu sais juste pas quand. Ouais, c'est comme une certitude ou c'est pas une certitude, mais c'est un risque tellement élevé, les probabilités sont tellement élevées exact. Que t'es pas un agent économique rationnel si tu décides de ne pas t'acheter l'équivalent d'une assurance contre ça. Puis une convention d'actionnaire, c'est une assurance. Tu t'assures de prévoir quand tout va bien des mécanismes de résolution de conflits, de un, ou de traitement de situation opérationnelle, comme le décès de quelqu'un, ou 2 signataires de chèques, ou il y en a un qui s'en va en prison parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas relié au travail, mais qui peut être le répondant. Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça te permet de savoir d'avance comment ça va marcher quand la panique va arriver. Fait que c'est un plan de contingence. C'est comme un plan d'évacuation. C'est un point de rassemblement. Tout ce qu'on fait dans un chantier pour la santé et sécurité, là, tu peux appliquer ça à ta relation d'affaires. Est-ce que tu as déjà vu, je t'interromps, je m'excuse, mais est-ce que tu as déjà vu, en faisant une convention d'actionnaires, ils sont déjà en train de se séparer? C'est-tu déjà arrivé? Non. Non, OK. Non, mais ça se peut, c'est comme un testament, là. J'ai plus vu ça du monde qui est en train de se marier, puis tu te disais... ça ne durera pas longtemps. Pardon, j'aimerais ça parler un peu aussi de l'importance du contrat, parce que tu le vois dans Protection Fer quand tu as monté l'entreprise, tu l'as vu dans ton expérience aussi, tu le vois au quotidien. Tu sais, un bon contrat rédigé par un avocat, premièrement, ça coûte combien? T'sais, on peut s'attendre à devoir dépenser combien? Ça va coûter... autour de 1700, 2000 $, dépendamment de la complexité. Puis ce que je dis tout le temps aux étudiants à qui je parle, tu peux aller sur Internet, ChatGPT peut t'en faire un. Tu peux acheter des modèles à peu près gratuits sur le web, mais
le problème de ces outils-là, qui sont des outils génériques, c'est qu'ils ne vont pas être adaptés à ta discipline. Puis nous, la façon dont on fonctionne, c'est que d'abord, on fait une entrevue avec le client, on parle de ses problématiques, on parle du type d'activité qu'il fait, on prépare un projet, on lui retourne, on fait une deuxième ronde de discussion, puis après ça, on finalise le projet. Puis l'avantage qu'on a, c'est que le monde, là, en construction, ne pense pas à des affaires comme « OK, toi, tu fais des systèmes intérieurs. » D'accord, oui. Fait que tu as des feuilles de gyps qu'il faut que tu montes au chantier. Oui, c'est vrai, oui. OK, tu fais une bâtisse de 25 étages. Oui, c'est vrai. T'as-tu pensé que l'enveloppe extérieure va être finie quand tu vas travailler? Oui, ça va être fini. T'es-tu demandé s'il y a un monte-charge disponible? Ah, j'ai pas pensé à ça. Ben, ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas. J'ai posé la question finalement après t'avoir parlé. Ah, OK. Le bel ascenseur là, de service pour tous les résidents là, qui étaient comme en marbre avec des miroirs, tu peux-tu t'en servir? Ben non, ils m'ont dit on peut pas faire ça, même avec des couvertes protectrices, on va le maganer. Fait que c'est le fun. Quand est-ce que tu vas dire à tes gars qui vont monter les paquets sur leur dos? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur ceinture, là, ils vont te la pitcher d'en face. Faut penser à des détails comme ça. Puis à moins d'être quelqu'un qui a passé ta vie en construction, comme avocat, mettons, là, tu le sais pas, ça. OK. Tu le sais pas. Puis il y en a plein d'affaires, là. La réception des travaux, tu es un peintre. Quand tu es un peintre, là, toi, ton travail, c'est de la belle peinture. Mais c'est bien rare que tu es le dernier à passer dans l'appartement que tu as peinturé. Le plombier rentre après toi, là, let's go, un coup de wrench. Pow! Une scratch dans le mur. L'entrepreneur général, vas-tu venir te voir et te dire « Mon beau Robert, je le sais que tu m'as dit que c'était pas toi qui avais fait ça. Il n'y a pas de trouble. Je vais chercher le coupable. Puis si je ne le trouve pas, je vais payer de ma poche. » C'est pas ça qu'il va dire ton client. Ton client va dire « Écoute, le grand, lis ton contrat. Tu es responsable de protéger ton ouvrage. La peinture, c'est ta responsabilité. Et défectueuse parce qu'il y a une scratch dessus, va réparer à tes frais. » C'est ça qui va arriver. Fait que, quand tu sais ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dis à ton client « OK, on va faire un formulaire de réception de chacun des appartements. » Quand tu as fini, tu prends des photos, tu prends une vidéo. Puis encore mieux, si tu peux, tu vas demander au surintendant de venir avec toi, puis il va signer en bas de la feuille. Puis s'il ne veut pas, il n'y a pas de trouble. Tes photos, tu les envoies au chargé de projet de ton client. Il y a plein de moyens pour réduire ton risque. C'est pas du droit, là. C'est du common sense d'affaires. Mais si tu ne l'as pas fait, puis c'est pas ta vie, la construction, tu comprends pas ça, puis c'est sûr que tu ne seras pas bien protégé. Le diable est toujours dans les détails. Ouais. Puis tu sais, souvent, en plus, ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs qui sont habitués de faire certains types de travaux d'une certaine grosseur, mais là, éventuellement, ils vont avoir une séquence d'années où est-ce qu'ils roulent leur boss, puis ils décident d'aller chercher des plus gros contrats. Donc, ils essaient de soumissionner sur des plus gros contrats, des plus grosses bâtisses. Puis c'est à ce moment-là qui sont pas nécessairement bien outillés, puis qui font face à des situations comme la compagnie Gyps qui doit monter 25 étages. C'est peut-être un extrême, mais ça l'illustre bien, c'est que c'est des choses auxquelles il n'a pas pensé parce qu'il ne le vivait pas au quotidien. Mais le contrat, il est là, puis il a été monté pour justement prévenir toutes ces situations-là. Puis on avait la discussion aussi ensemble. Le 1500 ou le 2000 $ que tu as investi, ben, disons que tu fais des jobs à 20 000 $ chacune, puis que tu fais 30% de profit sur tes jobs. Ça veut dire qu'un job de 20 000 $, tu fais 6 000 $ de profit. Si tu n'es pas capable de te faire payer ou que tu n'as pas été capable de bien protéger ton contrat, ben à quel point est-ce que c'était une dépense intelligente, le 1500 ou le 2000 $ jour 1 versus le 6 000 que tu risques de perdre? Le 1500 ou le 2000 $, amortis-le sur ton nombre d'années d'affaires. J'ai une façon bien plus simple que toi d'écrire ça. Ton contrat, c'est comme ton marteau. Ton marteau, là, tu veux un bon marteau, tu as menuisier, peut-être que tu vas payer 300 $ ton marteau. Marteau équilibré, qui te fait pas mal au poignet, pas mal à l'épaule. Il va te durer combien de temps? Ben, il va te durer des années, si tu en prends soin. Ton contrat, il va probablement durer des années et des années et des années. Fait que c'est la même chose. Faut pas se dire « Ah shit, je vais dépenser 2000 $ sur un contrat, c'est trop cher. » Faut se dire « Parfait, je me grade d'un bon plan que je vais amortir sur 5 ans ou 10 ans. » Fait que ça va te coûter moins cher que le café que tu bois à la fin. Si tu fais faire un contrat puis tu la vis, tu fais juste changer les noms puis quelques clauses dedans, exact. dans le fond? OK. Exact.
C'est pas un contrat pour chaque chantier, là. C'est Oui, comme... c'est un contrat. Non, mais je veux dire, tu n'as pas besoin C'est un d'en payer modèle, un c'est un 2000 modèle. à Ouais, chaque, OK. exactement. Non, Même non. chose pour tes termes de... En fait, puis ça, tu peux le mettre sur le texte Ouais, si tu veux. ça là. serait bon. Mais- là. En fait, c'est une très bonne question. Posée comme tu la poses. Ouais. No offense. Puis la même chose pour tes termes de soumission. Quand tu soumissionnes une job, là, ce que tu fais, c'est que tu offres à quelqu'un de conclure un contrat. Fait que si la personne accepte ce que tu lui as envoyé, ben, les termes et conditions auxquels tu vas travailler, c'est ceux qui sont dans ta soumission. Si tu as oublié que le droit supplétif s'applique, ben, tu as peut-être accepté des choses qui ne font pas ton affaire. Par exemple, en construction, on fait des contrats d'entreprise. Et souvent, on fait des contrats d'entreprise à forfait. Un contrat d'entreprise, c'est quoi? Ben, c'est un contrat où l'exécutant, l'entrepreneur, n'est pas supervisé par son client. En construction, c'est simple. L'objectif numéro 1 de la loi sur le bâtiment, c'est d'assurer la sécurité des bâtiments pour les usagers. Donc, on dit une entreprise de construction doit être gérée par des personnes qui sont des répondants d'une licence. Ouais. Et eux passent un examen pour démontrer qu'ils ont les qualités et les connaissances requises suffisantes pour gérer de manière sécuritaire une entreprise et de livrer des ouvrages, donc des constructions, qui sont conformes au Code national du bâtiment et aux autres règles applicables. Ces gens-là, les entrepreneurs, utilisent des personnes qui ont des cartes CCQ, donc qui sont des ouvriers qualifiés pour faire les travaux. Fait que le gouvernement, c'est ça qu'il nous dit. Voici le régime dans lequel on travaille. Donc, dans ce contexte-là, ton client, il ne peut pas te superviser, il ne peut pas te dire quoi faire. Ce n'est pas lui l'expert, c'est toi. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux pour livrer le produit fini qui est prévu. Dans un contrat à forfait, c'est à prix fixe. Puis l'article 2109 du Code civil est clair. Quand tu as un forfait, comme entrepreneur, tu ne peux pas dire pardon. Comme entrepreneur, tu ne peux pas dire ben, paye-moi plus parce que ça a coûté plus cher que je pensais. OK. Puis comme client, tu ne peux pas dire je vais te payer moins parce que ça a coûté moins cher que ce que tu m'avais dit que ça allait coûter. C'est vrai. Et la dernière phrase de l'article 2109 dit le prix reste le même, bien que les conditions d'exécution initialement prévues aient été modifiées, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Québec, s'il n'y a pas de clause qui dit que la hausse de matériaux, c'est le client qui la paye, c'est toi qui la paye. Si ce n'est pas écrit que s'il y a un retard, puis que le retard a un impact sur les coûts d'exécution, ben, c'est toi l'entrepreneur qui t'étouffe avec. Bref, Mais ça veut dire que tu peux l'ajouter. Ben oui, sur tu ton es obligé. contrat. Faut que tu, en fait, si tu peux choisir de ne pas l'ajouter pour des raisons d'affaires, parce que mon client ne veut pas, ben, tu ne peux pas être aveugle Ouais. et ignorant de cette situation-là. Ça n'a aucun bon sens. Fait que, en construction, il faut être conscient de ça, de l'importance de comprendre le cadre juridique de base qui s'applique à nous, même quand on ne met pas de clause dans notre contrat. Une autre affaire. Dans un contrat de construction, la règle de base, c'est le prix est payable à la fin. C'est-à-dire que le client a deux obligations. Recevoir l'ouvrage. La réception, c'est un geste juridique. Là, il dit oui, j'accepte l'ouvrage, je considère qu'il est complet. Quand il a accepté l'ouvrage, quand il a fait la réception, l'obligation numéro 2 du client, c'est de payer. Dans le Code civil, ce qui est écrit, là, c'est que l'obligation de payer pour la maison que tu fais construire, c'est juste à la fin. Quand toute la job est finie, la seule façon que l'entrepreneur a le droit de demander des paiements Un dépôt, progressifs, ouais. c'est écrit dans le contrat. Si tu ne l'écris pas, là, c'est bien plate. Ton client va peut-être te dire À la fin. à la fin. L'autre chose qu'il faut comprendre, le client, il peut divorcer de son entrepreneur général de même, sans motif, quand il veut. L'entrepreneur, lui, il peut pas. C'est super compliqué. Ça prend un motif sérieux. Tu ne peux pas le faire à contre-temps. Tu es obligé de sécuriser l'ouvrage où est-ce qu'il est rendu pour être sûr qu'il n'y aura pas de dommages parce que tu t'en vas. Il faut comprendre ça. Fait que le client peut changer d'entrepreneur à n'importe quel moment, mais l'entrepreneur n'a pas le droit de Mettre un terme. de mettre terme à son contrat ou à ses travaux là, sans Sans motif sérieux. motif sérieux. Exactement. OK. Il faut savoir ça. Ben oui. Ou mettre une clause dans ton contrat qui module cette réalité-là. Ben,
c'est fondamental. Fait que, toujours la même chose, là, quand tu construis, c'est la portée des travaux. Donc, il faut définir clairement c'est quoi les plans et devis qui s'appliquent à toi. T'sais, laisse-toi pas mettre les plans de toute la job si tu es sous-traitant. Fais juste demander tes plans. 2, ça te prend un échéancier. L'échéancier, c'est critique. Puis tu veux ton échéancier pour toi. Parce que s'il n'y a pas d'échéancier, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en retard? C'est pas possible. Puis 3, ça prend des bons termes de paiement. Avec toujours en tête la fin du film. Ma retenue, quand est-ce que je vais l'avoir? Puis toujours en pensant que la clé, c'est le cash flow. Fait que tu disais tantôt, demander des acomptes, ça se fait. Saucissonner le processus, disons, 5% à signature, 20% au dessin, 20% avant de commencer, puis après ça, à chaque semaine, tu me fais un paiement. Il faut que tu prévois des clauses qui vont dire, par exemple, si je ne suis pas payé plus que... sont en retard de 2 semaines, j'ai le droit d'arrêter de travailler, pas de pénalité. J'ai le droit de résilier le contrat. Tu as le droit de t'exclure du régime de base. Mais si tu le fais pas... Mais à l'inverse, fait que si c'est pas écrit dans le contrat, puis que l'entrepreneur te dit, comme tu disais tantôt, l'entrepreneur dit au client, ben là, besoin d'argent cette semaine pour payer mes gars, j'aurais besoin d'un virement de 15 000 $. Le client est dans son pouvoir de dire non si c'est pas écrit sur le contrat. Exactement. Techniquement, le client pourrait dire non. Fin des travaux. Tu te liches la patte. Mais comme tu dis au coup. Non, il va pas dire fin des travaux. Il va dire, hey, finis ta job parce que je vais te poursuivre, parce que tu n'as pas le droit d'arrêter parce que je te demande pas d'arrêter. C'est ça le problème. Selon toi, selon vous, c'est quoi le corps de métier qui est le plus à risque au niveau légal? Ce serait quoi ta réponse, Robert? Ben, en fait, le risque est assez semblable d'une discipline à l'autre, mais les gens qui œuvrent en finition sont en général ceux qui ont le plus de chances d'avoir des problèmes parce que c'est souvent là que les problèmes sont visibles. Donc, c'est les problèmes qui surgissent le plus vite. Les problèmes de base, les problèmes plus structuraux, là, souvent mettent plus de temps à se manifester, donc on va les savoir plus tard. Mais, donc, dans les faits, le risque est assez semblable. Là. C'est sûr que si tu mets la tourbe, si tu es un entrepreneur en paysagement, ton risque est plus faible. Mais en même temps, on rigole, mais c'est super compliqué de mettre de la tourbe. Là. Quand tu as un contrat de paysagement, il faut que tu t'exclues de l'entretien des végétaux. Tu le poses, tu t'en vas. Il faut que tu dises au général ou au client, dès que c'est posé, c'est à toi. Si tu ne fais pas ça, la tourbe ne sera pas arrosée, elle va sécher, on va te demander de venir la changer. Fait que dans chaque trade, dans chaque discipline, il faut vraiment maîtriser l'objet de la prestation puis savoir quand est-ce que ça peut se manifester, les problèmes, puis surtout savoir comment tu fais pour t'en prémunir. Fait que, 1, ça prend une bonne exécution, mais 2, ça prend des bonnes clauses contractuelles pour éviter que tu en sois responsable alors que tu ne devrais pas l'être. Puis est-ce que ce serait faux de dire aussi que ceux qui font la finition, veut pas, risquent de venir briser des travaux qui sont déjà en place? Donc, tu sais, quelqu'un qui monte la charpente d'une maison, il peut pas briser le travail du plombier en soi parce qu'il monte la charpente. C'est un des premiers à exécuter ses travaux sur le chantier. Tandis qu'un gars de finition, s'il décide de percer quelque part dans le mur, il pogne un tuyau de plomberie, ben là, il vient de se causer un méchant problème. 1, tu as tout à fait raison. Puis 2, ça arrive aussi des fois. Viens me rendre service, s'il te plaît. Peux-tu clouer un cadre pour moi? Peux-tu visser un cadre sur le mur pour moi? L'entrepreneur, il prend son stud finder. C'est quoi en français? Son détecteur de... Détecteur de montant. Exact. Alors, son détecteur de montant, ça sonne solide. Il pense que c'est un stud. L'eau commence à couler. Ça arrive. Quelques semaines après qu'on ait commencé à collaborer, je me suis fait appeler avec ce problème-là. C'était-tu Martin Matt qui était là? Non. Mais tu as raison de dire que plus l'ouvrage avance, plus il y a de choses à briser. Mettons, le gars d'excavation, là, ou la fille d'excavation, c'est un terrain vague. Fait un trou. Qu'est-ce qu'il peut briser? Exact. Ah, peut-être une canalisation de gaz métro.
ça, c'est du trouble. Ou un fil électrique dans un chalet. Ou un fil électrique, ou l'égout, ou l'aqueduc. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Je reviens toujours à ça. Dans ton contrat, il faut que tu dises la responsabilité de demander l'info-excavation. Tu vas dire responsabilité du client. Il faut que le client te le dise. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il un champ d'épuration là, où je vais creuser? Je le vois pas sur le plan d'arpentage. Tu me l'as-tu dit? Tu me l'as pas dit? Fait que... Ouais. Mais dans la vraie vie, je pense que la règle de pouce que tu énonces, c'est que plus ça va, plus il y a de risques. Tu vois, moi, C'est probablement vrai. un des corps de métier où est-ce que je vois qu'il y a le plus de problématiques, puis j'avais la discussion avec une de nos invités qui va venir nous voir au niveau des assurances, parce que le risque, c'est ce que les compagnies d'assurance gèrent, puis une des places où est-ce qu'il y a les plus grandes les plus grandes hausses de primes, à ma connaissance, où est-ce que c'est très difficile d'assurer les entrepreneurs, c'est au niveau de la toiture. Parce qu'au niveau de la toiture, pour avoir des primes relativement basses, la seule chose que tu peux faire, c'est souvent du bardeau. Mais du moment là où tu tombes dans des membranes chauffées, là, mais le risque augmente énormément. Puis les primes d'assurance pour les entreprises en toiture, surtout en membrane chauffée, c'est assez faramineux, là, les primes qu'ils doivent payer. Parce que le risque il est là. Puis si jamais, mettons, tu as une membrane chauffée sur un toit, le feu pogne, il faut que tu l'arroses. Puis si tu arroses, c'est ta bâtisse au complet qui va y passer. Fait que je sais qu'au moi, de ce que j'ai vu là, au niveau des toitures, primes d'assurance, puis aussi ceux qui ne déclarent pas nécessairement avoir faire tous les travaux qu'ils font. Fait qu'il y en a qui disent qu'ils font juste du bardeau, mais qui vont se lancer dans d'autres types de toitures. Puis que là, il arrive quelque chose. Puis là, en faisant des vérifications, là, il réalise que pas couvert pour la bonne affaire. Donc là, ça cause un méchant problème pour l'entrepreneur parce que là, il va se faire poursuivre directement. En fait, mais là, tu poses deux questions. Statistiquement, les actuaires qui travaillent pour les assureurs, ils le savent. Fait que c'est à eux autres qu'il faut poser la question. Là. Mais si les primes d'assurance pour les gens qui font de la membrane sont plus élevées, c'est probablement parce que les assureurs ont calculé que ça coûtait plus cher. Exact. L'autre question ou l'autre portion de ton commentaire, elle est fait que tu n'es pas couvert parce que tu ne l'as pas déclaré. Ça n'a pas d'incidence sur la probabilité que le risque se matérialise. Non, effectivement. C'est juste un risque que tu n'as pas déclaré à l'assureur, c'est pour ça qu'il ne te couvre pas. Exact. Fait que l'enseignement de ça, c'est tu mens pas à ton assureur. Non, tu dis la vérité. Parce que si tu ne dis pas la vérité, il ne te couvrira pas, il va annuler ta police, puis il a plus d'argent que toi pour te toffer pas mal plus longtemps s'il faut que tu le poursuives. Tout à fait. Puis quand tu engages ton avocat, tu mens pas à l'avocat non plus. Si tu mens à ton avocat, il ne peut pas te représenter convenablement. Exactement. Fait qu'il est mieux de tout savoir, puis l'avocat jongle avec tout ce qu'il sait. La clé, c'est d'exposer les faits tels qu'ils sont survenus, puis de répondre aux questions. Exact. Les avocats sont bons pour poser des questions. Les bons avocats. Puis quand tu es en construction, c'est toujours la même chose. Et j'ai un très bon ami qui s'appelle Jean-François Dagenet, avec qui je mange après-demain. Super fin, un gars, probablement le meilleur avocat de droit de construction que je connais. Puis, sa théorie, c'est la bonne théorie, c'est que la clé, c'est de documenter son chantier. Quand il y a des problèmes ou des réclamations, celui qui gagne, c'est celui qui a le dossier le mieux monté. Dans les contrats, il y a des modes de communication qui sont prévus. On appelle ça des avis. Souvent, tu as des délais pour envoyer les avis. On te dit dans quelle forme et quel contenu doit avoir l'avis. À qui il faut que tu l'envoies. C'est essentiel de respecter ces règles-là. Parce que si tu ne les respectes pas, tu perds tes droits. Fait que les entrepreneurs qui sont les plus à risque d'avoir des problèmes, c'est ceux qui sont mal organisés, toutes disciplines confondues. Il y a vraiment une prime à l'organisation. Mais ça veut-tu dire que, disons, dans le contrat, ça stipule que les avis doivent être envoyés à une adresse info@xyz.com. Si l'entrepreneur a envoyé des textos au gérant de chantier, mais qu'il ne l'a jamais envoyé via ce canal de communication-là, il pourrait ne pas être protégé? C'est pas parfait, mais la réponse, c'est oui, il pourrait ne pas être protégé parce que l'avis va être réputé non reçu, non transmis. Oui. Ouais. Wow. Mais ça s'arrange facilement. Tu peux mettre une clause qui dit oui, mais je peux aussi l'envoyer au chargé de projet. Oui. Non, ça change, mais c'est des petits détails qu'il faut savoir. Puis la clé, c'est quoi? Ou
le justificatif derrière ça, c'est quoi? C'est que dans une entreprise, il y a des gens qui ont des responsabilités et tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités. Il y a une personne X, Y, Z qui est chargée de recevoir les documents officiels, si tu veux. Pourquoi? Ben, c'est pour pouvoir poser les bons gestes par la suite. Tantôt, tu parlais de dénonciation là, pendant la pause. Ben, quand tu dénonces à une compagnie, la compagnie, c'est pas une personne, mais la compagnie, elle a des dirigeants ou des administrateurs qui ont des postes particuliers, président, secrétaire, trésorier. Normalement, si tu écris à quelqu'un, tu devrais écrire au secrétaire. Parce que le secrétaire, c'est sa charge de gérer l'administration. Si tu aimes ce que tu entends, abonne-toi à La Belle et la Bête de la construction sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Amazon Music. Chaque semaine, on te présente des histoires vécues par du vrai monde et des conseils pour avancer dans ta démarche de lancement d'entreprise. Et si c'est déjà fait, envoie l'épisode à un ami qui est sur le même parcours que toi. Donc maintenant, dans le segment dans tes bottes à cap, petite question pour toi, Robert. Puis ensuite, je vais te relancer la question, Kathleen. À ton avis, à votre avis, c'est quoi le corps de métier là, qui est le plus princesse sur un chantier de construction? C'est moi qui réponds le premier? Ouais, Robert, je te lance la question en premier. C'est une bonne question, mais dans les faits, je pense pas qu'il y a de princesse sur les chantiers de construction. Je pense que les opérateurs, les entrepreneurs qui ont des entreprises, c'est des rois et c'est des reines. Pourquoi? Parce qu'ils ont des sujets, c'est leurs employés dont ils s'occupent, puis ils essayent de négocier avec l'équivalent de d'autres rois et reines qui sont leurs clients et leurs fournisseurs. Puis c'est très difficile. Moi, je lève mon chapeau aux gens qui ont le guts de se lancer en affaires parce que c'est comme faire du trapèze sans filet. Puis tu es vraiment seul maître à bord, comme la reine ou comme le roi. Et à un moment donné, là, toutes les questions arrivent vers toi, puis c'est toi qu'il faut que tu décides. C'est tough en tabarouette. Fait que je lève mon chapeau pas aux belles et aux bêtes de la construction, mais aux rois et aux reines de la construction. C'est bon, ça. Bonne réponse. Toi, Kat? Moi, je vais y aller plus sur un côté humoristique parce que je veux pas viser, parce qu'on entend souvent parler des électriciens, ça se ramasse pas. Puis pour l'avoir vécu, effectivement, j'avais des bouts de fil partout dans la maison. Mais les peintres, on parle peu des peintres. Les peintres n'aiment pas tant les designers. Oh, OK. Donc, souvent, pour l'avoir vécu aussi sur des projets, les peintres ne sont pas toujours d'accord avec les designers. Ah, les designers, ce mur-là, il est noir, puis ce mur-là, il est blanc. Le mélange, souvent, c'est un métier qui est sous-estimé, mais ça chiale aussi. Peut-être que les princesses, c'est les designers. C'est intéressant, mais moi, mon expérience avec les électriciens, on a une maison très âgée, ma conjointe et moi, et l'électricité était tellement vieille qu'il y avait encore des bornes de porcelaine. Là. Oui. Et on l'a fait refaire. Et les gens qu'on a utilisés, c'était des artistes. C'est sûr. C'était propre, nickel. Ils ont fait comme 4 trous pour tout refaire le filage. Il n'y a jamais un morceau de couvre-fil qu'on a trouvé à terre. C'était comme des orfèvres. Là. C'était exceptionnel. Ouais. Fait que moi, ma vision des électriciens, c'est des gens qui sont très, très rigoureux parce qu'ils ont une des disciplines les plus dangereuses. Tu peux vraiment mourir. Là. Puis chez Protection Fer, on représente quelques électriciens. Fait que j'ai beaucoup d'affection pour eux. Ben, c'est parce que ça aurait été ma réponse, juste parce que ça aurait été la réponse populaire. Il faut que je représente quand même là, une gang. Puis c'est sûr que tout sur les réseaux sociaux, le running gag, c'est que c'est les électriciens qui sont princesses. Fait que c'est ce que j'aurais dit, mais juste sur qu'est-ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux là, sans en rajouter davantage. Moi, j'ai une suggestion. La prochaine fois, on va inviter un peintre, un électricien. Un designer intérieur. Un designer intérieur, exactement. On les fera se débattre. C'est quand le designer rentre dans la maison puis que là, le mur mauve pensait qu'il était d'un tel mauve puis que là, il faut le repeinturer parce que finalement, c'est pas le bon mauve. Là, le peintre est vraiment content. Là. En conclusion, moi, ce que je dirais, c'est d'avoir un avocat dans votre entourage. Les membres GSC, on va se dire, ils sont vraiment chanceux parce que vous avez droit à un avocat qui est attitré à vous. Donc, vous pouvez avoir les conseils de Robert 15 minutes gratuites par mois, ce qu'on disait. Ou de Xavier Boulanger. Ou de Xavier. Ou de Xavier Coubert. De l'équipe, en fait. De l'équipe supervisée par Robert là, avec toute son expérience en construction. Exact. Mais en gros,
convention d'actionnaire, très important. Contrat, très important. Puis contrat que j'ai compris tantôt que c'est un contrat que tu fais à chaque chantier que tu as. Par contre, tu payes seulement un exemple de contrat qui va te servir pendant 10-15 ans, tout dépendamment s'il y a des choses que tu veux ajouter au cours des années. Mais normalement, l'équipe de Robert devrait avoir mis tout ce qu'il devrait avoir sur le contrat. C'est exactement ça. Puis, vous allez voir, un contrat, c'est très, très personnel. Il y a des gens qui aiment des contrats d'1 page, 2 pages, 3 pages, 20 pages. Comme le contrat, ça envoie un signal. Fait que c'est pour ça qu'on fait tout le temps sur mesure. C'est parce que faut que ça corresponde au type d'activité. Puis aussi, c'est une très, très bonne question. Si tu agis comme sous-traitant ou comme entrepreneur général avec des clients corporatifs, c'est une réalité. Si tu agis comme entrepreneur avec des consommateurs, c'est pas tout à fait la même dynamique. Fait que c'est important, justement, j'étais ce matin chez des gens qui font des cuisines, une grosse compagnie qui fait des cuisines, puis on discutait de ça. Comment est-ce qu'on fait pour structurer un contrat qui va facilement s'adapter aux deux? Ben, la réponse est tu fais un tronc commun, puis tu as 2 annexes. Une annexe consommateur, une annexe corporatif. Fait que tu peux avoir un outil très, très flexible qui va te durer longtemps. Donc, le pourquoi de faire affaire avec GoLexGo. Donc, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres et d'avoir écouté jusqu'à la fin parce que c'était vraiment intéressant, Robert. Je vous attends pour la prochaine émission. Donc, merci d'avoir assisté à La Belle et la Bête de la construction, un podcast présenté par GSC et produit par Olivier Gély.